Dans le système éducatif camerounais, nous constatons que la discipline historique, la discipline appelée l'histoire, repose dans une grande propension, essentiellement sur l'histoire d'ailleurs, l'Europe, l'Asie, les grands empires africains, etc. Mais quelle est la place même de l'histoire du Cameroun dans les curricula du système éducatif? On a l'impression que la part est marginale. Donc, et c'est ce que je veux fustiger en ce matin. Parce que notre histoire a beaucoup à nous apporter, a beaucoup à nous apprendre. Alors, commençons par le pédagogue. À ce niveau-là, on peut se dire, ah oui, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Mais comme ailleurs, on dit aussi, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, Alain Ndouk vient parler de l'éducation. Une éducation qui semble oublier ses réalités pour parler en d'autres termes, qui semble cacher cette réalité que devrait normalement connaître la population camerounaise. Voilà la dénonciation de ce matin. On a des livres d'histoire qui nous parlent de l'Europe. On a des livres de géographie qui nous parlent de l'Asie. On a tous ces livres, tous ces bouquins-là qui ne parlent pas de notre vie réelle, de notre identité réelle. Prosper. Je me réjouis de cette dénonciation qui porte sur un sujet d'intérêt national. Quand c'est dénoncé ainsi, de la manière la plus propre, ouverte, je pense que les autorités dédiées qui sont à l'écoute ont déjà pris acte qu'il s'agit d'une question suffisamment préoccupante. Le peu que je sais par rapport à l'attitude de l'État vis-à-vis de cette réforme du système pédagogique, particulièrement en ce qui concerne l'histoire et l'éducation civique et morale, ECM. Vous voyez bien que j'ai mis un peu de côté la géographie. Il y a une prise de conscience effective, je le dis du haut de ma posture. Et les travaux autrefois présidés par feu le professeur Abois, de regretter mémoire, ont connu un moment de suspension dans leur évolution, parce que c'est un travail, c'est un chantier déjà engagé au ministère des enseignements secondaires. Je peux vous le dire avec certitude. Les travaux ont dû connaître un mouvement d'arrêt, parce que le président, il est mort, il est décédé, je crois, l'année dernière, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est bien de l'avoir remis sur le plateau avec notre chaîne de télévision écoutée aux quatre coins du monde. Je crois que les autorités académiques et administratives du MINESEC vont sûrement saisir cette occasion pour relancer la dynamique, pour que d'ici à moins d'1 an et demi, nous ayons déjà des curricula d'enseignement disponibles. Voilà le peu que je peux dire sur cette préoccupation fondamentale. Alors, Bernard Oona, vous avez suivi l'inspecteur pédagogique national qui reconnaît quand même qu'on a presque adresser la préoccupation. On a presque raté le coach, parce que ça, il faut le dire et le reconnaître aujourd'hui. Et il salue l'initiative d'Info TV à travers la dénonciation d'Alain Ndouk de prendre et de saisir le taureau par les cornes. Je vais poser une question simple. C'est quoi ce papier format qui a manqué? Les silos sont finis? Ou alors c'est l'intelligentsia qui a somnolé pendant tout ce temps pour ne pas nous faire justement vivre qui nous sommes? Le problème, c'est que je suis heureux que le professeur soit sur le plateau, parce que lui-même, il est comptable de cette situation, parce qu'il a été, inspecteur national de pédagogie. Je pense qu'en son temps, il aurait dû également faire des propositions concrètes. Je suis dans la filière droit, où j'ai fait des propositions qui ont été... D'accord, professeur. Mais vraiment, il faut le dire avec beaucoup de sérieux. Je suis heureux également de ce que Alain Ndouk a mis cette dénonciation sur la table ce matin. Effectivement. Parce que je vais au Burkina Faso, où j'ai beaucoup d'admiration pour le jeune président de ce côté, qui est un vrai révolutionnaire, je le disais avant l'émission, parce que là-bas, il a décidé d'imposer d'abord l'histoire burkinabé aux Burkinabés. C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'est pas question que des jeunes Burkinabés soient, j'allais dire, violentés, formatés par l'histoire d'Asie, d'Europe, la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, etc., la Révolution française, alors que personne ne sait exactement comment on est parti de la Haute-Volta pour le Burkinabé, par exemple. Au Cameroun, il y a une commission du livre que préside le professeur Vunda.
cette commission est tout sauf quelque chose qui profite aux Camerounais, parce que les gens qui sont dans cette commission se préoccupent de leurs intérêts, parce que chacun va chercher son éditeur en Côte d'Ivoire, en France et ailleurs, pour que les gens se partagent le nombre de bouquins qui seront mis au programme pour avoir leurs dividendes. Et c'est malheureusement ce genre de commission qui ne servent à rien que nous vantons tous les jours dans les journaux, nous-mêmes également en tant que directeur de publication, je vois ça. Et donc du coup, cette commission devrait plutôt insister, proposer au ministère, aux différents ministères ministères sectoriels qui ont en charge les problèmes d'éducation, pour qu'on puisse instaurer, en fait, demander que des livres soient vraiment fait pour qu'on apprenne à nos Camerounais, à nos enfants, l'histoire de notre pays, qui n'a pas commencé avec l'arrivée des Portugais, par exemple. C'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps. Malheureusement, je dis qu'on nous enseigne autre chose. Nous-mêmes, nous sommes passés à l'école. On a vu que les histoires de la France, les histoires de la guerre mondiale, etc. Je pense qu'il est temps maintenant que ceux qui dirigent le Cameroun puissent prendre cette préoccupation et permettre à ce que les prochains livres qui seront édités pour nos enfants tiennent compte de notre histoire d'abord. Alors, on a connu le Mongo Betty et tout ce beau monde-là, avec une plume assez coriace, importante, soutenue même à l'échelle internationale. Mais là, quand on a suivi le déroulé du directeur de la publication, Bernard Oona, il parle des commissions d'édition qui sembleraient être ici le caillou dans la chaussure des Camerounais, ne permettant pas à ce que la vulgarisation de l'histoire... Production nationale. Je vous en prie. Des productions nationales. La vulgarisation des productions nationales. À ce niveau-là, Esaïe, on pense déjà avoir trouvé là où on a trébuché. C'est vrai que c'est une piste à explorer, c'est-à-dire voir toutes ces commissions d'édition qui empêchent peut-être les Camerounais de véritablement rédiger sur l'histoire du Cameroun, parce que comme le grand frère l'a si bien dit, l'histoire du Cameroun plonge longtemps avant l'arrivée des Portugais, et il y a cette histoire qu'il faut construire, qu'il faut raconter aux enfants, parce que ce qu'on oublie avec l'histoire, c'est que l'histoire bâtit un sentiment national. Si on ne peut pas raconter l'histoire d'un peuple à ce peuple, on ne vous fait pas savoir ce que vous êtes. On ne vous fait pas savoir ce que vous êtes, à quoi vous êtes attaché, alors il n'y aura pas d'attachement. Le sentiment national, on va juste croire que nous sommes des personnes venant d'ailleurs. Et lorsque vous observez même l'attitude des Camerounais ou des Africains, vous ne voyez pas que beaucoup d'Africains ou des Camerounais ont beaucoup plus d'amour pour l'ancien colon que le Cameroun. Vous allez voir, généralement, si vous prenez les pays comme l'Asie, il est difficile que l'Asie vous donne des fausses raisons, que non, chez moi, il n'y a pas la démocratie, pour ne pas aller travailler chez lui. Chez moi, il n'y a pas de telle raison, il n'y a pas la liberté d'expression et tout le reste. Il part, il étudie ailleurs et il rentre dans son pays parce que dès le bas âge, il est déjà cultivé ça. Le sentiment national. Oui, le sentiment national. Prenez même le cas des footballeurs. Vous savez, je dis souvent, si on prend peut-être les footballeurs camerounais qui jouent à l'extérieur, peut-être le Cameroun gagnera la Coupe du Monde. Or, tous ces footballeurs-là vont vous dire, il y a des commodités mieux ici, là, en France et tout le reste. Ils prennent ces raisons pour aller signer en France au lieu de venir. Alors que quand vous observez les joueurs brésiliens, vous observez les joueurs nazis, ils rentrent chez eux parce que c'est ça. Ils ont créé un sentiment national, c'est-à-dire, il y a une histoire qui est racontée à un Japonais, à un Chinois, qui fait en sorte qu'il soit plus attaché à son pays qu'à l'extérieur. Bon, il va falloir qu'on travaille dessus. Et il faut aussi le dire, l'État, à un certain période, on doit dire la période de la colonisation est passée, il faut bâtir la nouvelle période, c'est-à-dire le nouveau Cameroun. Le Cameroun qui crée ce sentiment national, qui crée l'État-nation, parce que tous les jours, on nous dit qu'il faut qu'on crée l'État-nation au Cameroun. Mais comment créer l'État-nation s'il n'y a pas un lien social qui permet au Cameroun de se sentir camerounais? Parce qu'il va falloir faire cela, c'est-à-dire les figures emblématiques du Cameroun, l'histoire profonde du Cameroun, comment les traditions se vivaient, et il va falloir attacher les Camerounais à cette histoire-là, parce que si on ne sait pas d'où on vient, comment savoir où on part? Tellement difficile. Je vois professeur qui va encore ajouter petit élément. Une petite matière. Allons-y. Il y a une petite avancée. Tout récemment, vous avez vu la rédaction du livre qui a été instruite par le chef de l'État, le livre récent qui a été dédicacé, qui rappelait la période la mauvaise période de confrontation avec les maquisards, ce qu'on appelait maquisards, nos frères qui sont entrés en rébellion. Cette période-là, cet ouvrage-là a été, je crois même le ferment qui a déterminé le président à instruire à nouveau qu'un travail sur l'histoire effectivement du Cameroun, ce travail qui a commencé soit accéléré et qu'il aboutisse dans les meilleurs délais.
C'était juste ce petit détail pour dire que la conscience de cette situation est au sommet de l'État. Alors, si la conscience reste seulement au sommet de l'État, moi je pense que jusqu'ici, on devrait voir plus clair, se rapprocher du problème. Mais D'où l'intérêt de la dénonciation. Voilà. Je voulais passer la parole à Alain Douk, mais je vois Bernard Oui, juste une précision. Oui. Parlant du sentiment national, vous voyez que ceux qui nous gouvernent, je l'ai remarqué le 14 juillet, sont plus enthousiastes à aller à la célébration de la fête nationale française. Les gens bagarrent pour avoir un billet pour aller là-bas, pour se montrer, pour démontrer aux Français que c'est nous sommes avec vous. Par contre, le 20 mai, les gens n'ont pas le même enthousiasme. Je dis ceux qui nous gouvernent, ça c'est des choses que nous on voit, on remarque. Vous ne parlez pas des non, je ne parle pas Camerounais qui sont des gens qui ils vont faire comment pour avoir je ne parle pas des gens qui ne peuvent pas manger 3 repas par jour. Je parle de messieurs qui ont le pouvoir, qui ont quelques temps de pouvoir du président Biya, que le 20 mai, ils sont même très c'est comme si ils sont obligés. Voilà. Quand ils sont même à la tribune, ils ont des visages vraiment oui, vraiment fait on va passer. Mais le 14 juillet, mais les gens arrivent à l'ambassade de France 2 heures avant. Ils sont enthousiastes, ils sont contents d'aller saluer l'ambassadeur français. Alors, ça c'est aussi notre paire de manches et une autre réalité, malheureusement. Alain Douk, on a parlé quand même, et ça je reviens sur cette déclaration-là de Bernard, qui a rappelé que on peut beau avoir des intelligences et même la volonté de faire, mais à un certain niveau, la roue va prendre la chaîne et puis tout ça va s'arrêter. On parle des commissions. Vous êtes un écrivain, vous avez beaucoup d'ouvrages. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas peut-être ça, l'autre problème, l'autre phase négative de la situation que vous avez voulu bien présenter aux yeux du monde aujourd'hui, ce problème des dividendes? Bon, dit comme ça, on va pas facilement savoir par quel bout l'attraper, mais déjà pour répondre, je vais dire que, et traiter de cette dénonciation, il faut dire que j'ai l'avantage d'avoir fait le système éducatif en question, que je suis en train de fustiger. Donc je parle pas de façon totalement excentrée. J'ai fait le système éducatif et cette critique est pertinente. Elle est très... Alors, on fait d'abord commencer l'histoire du Cameroun avec l'arrivée des Portugais et tout, à qui finalement on doit, d'après un substantif qui était relatif à ce qu'ils ont dit quand ils ont découvert le bourri et ce qu'il y en avait, et voilà, les crevettes, etc. On a donné le nom de Cameroun. Ben, on a l'impression qu'en réalité on limite l'histoire du Cameroun à, on l'a fait débuter à ce moment-là. Donnons quelques citations quand même pour faire comprendre quelle est l'importance d'enseigner son histoire. Aimé Césaire disait qu'un peuple sans mémoire, donc sans histoire, est un peuple sans avenir. Donc on ne peut pas construire objectivement l'avenir d'un pays en biaisant l'enseignement historique. Il faut enseigner l'histoire et la vraie. Parce que c'est ça. On enseigne l'histoire, on priorise l'histoire des vainqueurs, ou on enseigne l'histoire sous l'angle du vainqueur, ou alors dans une posture de vaincu. Ça c'est un problème. Parce qu'il y a une conscience nationale qui doit se construire avec des enjeux. Une petite difficulté, s'il te plaît, si tu me donnes 2 secondes. Je te donne un peu de mon temps. À la vérité, la construction de l'histoire du Cameroun pose quand même un problème parce que les acteurs de cette histoire sont vivants. Bon, est-ce qu'il faut, sur tous les angles, présenter cette histoire avec ces acteurs? Est-ce qu'on ne risque pas de créer un problème qu'on veut résoudre? Parce qu'à la vérité, les acteurs, je pense à ce niveau-là. Il y a un problème réel, il y a un problème socio-humanitaire grave. Et on enlève même le si parce que c'est la réalité. Les acteurs de cette histoire sont encore vivants. Je pense que ça devrait être plus facile à reproduire l'histoire. Et d'un côté. Non, moi je comprends ce qui est où il va. Là, parce que l'histoire peut accuser beaucoup de personnes. Ils ont créé un problème croyant. Parce que l'histoire, il y a des accusations aussi dans l'histoire et qui il y a des gens qui sont portés coupables. Bon, alors on a dit il faut faire l'histoire même si ça fâche. C'est ça. Bien. Ça, ce qu'il relève, ce n'est qu'un pan de l'ensemble de l'histoire. Pour les acteurs, on a déjà compris, parce que je vois sa préoccupation, c'est par rapport
à l'histoire vraie, sur le combat anticolonialiste. Non, mais est-ce que notre histoire c'est l'histoire holistique? C'est un aspect. Or, avant les velléités indépendantistes, etc., il y avait des gens en Cameroun. Avant l'arrivée des Portugais, il y avait des gens en Cameroun. Tout à fait. Oui, mais quand il est arrivé au Cameroun, quelles en étaient les réalités historiques, les peuplades qui occupaient l'espace en question, que nous délimitons aujourd'hui comme étant le Cameroun? Qu'était-il? Comment ils se comportaient? Quelles sont les personnalités majeures qu'on avait? Est-ce que c'était effectivement la même ère, la même superficie? Mais c'est de tout ça qu'il est question. Il ne faut pas qu'on se limite aux problématiques indépendantes. Je ne me suis pas limité. Ça, j'ai analysé. Cette partie ne peut pas... voilà. Mais maintenant, la partie de l'histoire vivante. Mais attends, l'histoire c'est une science. Ça semble être un point de débat. L'histoire c'est une science. L'histoire c'est une science. Et la science doit être neutre. La science doit être objective. La science doit être véridique. Même si elle détruit. Elle détruit qui? La vérité qui va être exposée peut perturber les fondamentaux de vérité. Il faut bien préciser. S'il te plaît. Oui, ça va détruire qui? Ce que je veux dire, c'est que les acteurs de cette histoire, si elle est dévoilée dans sa réalité holistique, Alain, ça tu le sais, tu sais que ce que je dis est vrai et juste. Si on raconte l'histoire du Cameroun jusqu'à cette date, à l'heure-ci, il y a de vraies raisons de penser que ce que l'on voulait régler, c'est vrai, un autre problème. Le sentiment national peut poser plutôt un autre problème très grave, difficile à régler. J'en doute. Parce que nous nous sommes donné des coups dans ce pays. J'en doute pourquoi? Historiquement, nous nous sommes donné des coups, Alain. Je t'explique pourquoi j'en doute. Et pourquoi je ne partage pas ton opinion sur le sujet. Parce que justement, la vraie histoire, il y a des travaux pointus d'érudition. Non, pas qui sont publics. D'autres vont se faire. Je dis, même à date, il y a des travaux pointus sur le sujet qui sont disponibles, sauf que justement, on ne leur accorde pas la publicité. D'accord? La visualisation, la communication, la mise en vitrine nécessaire pour que cela se sache. C'est ça le problème. Moi, je rappelle maintenant, parce que ça ne se pas. Non, parce que ça peut mettre en balle aussi cette... Non, parce que la vérité des travaux scientifiques sont... Voilà. Pour dire que quoi? Maintenant, il y a quelqu'un d'autre, il y a Karl Marx qui disait que ne pas enseigner son histoire ou ne pas apprendre l'histoire vous condamnera à la revivre. C'est ça l'enjeu d'étudier l'histoire. Quels sont les faux pas que nos devanciers historiquement ont commis et qui nous ont menés à tel ou tel niveau? Non. L'enjeu de l'histoire, c'est... Lorsqu'on a donc, cette intelligence, on se dit, ah voilà ce qui s'est passé par le passé, il faut tel type d'ingénierie, tel type de niveau de confiance pour contourner ce type d'obstacle pour les générations futures. Et je sors par François Mitterrand qui disait donc à ce sujet que ceux qui n'apprennent pas leur histoire perdent leur identité. Donc, il y a un problème fondamental de préservation de notre identité. Ce que nous sommes intrinsèquement en tant que Camerounais. Les enjeux sont aussi à ce niveau et d'où l'importance véritablement d'enseigner parfaitement l'histoire. Voilà, Alors, Esaïe, on va revenir vers vous, peut-être même pour sortir de cette dénonciation. C'est vrai, quelque part, Prosper parle ou alors s'interroge, s'inquiète même à la limite. S'inquiète, je préfère. N'est-ce pas? S'inquiète. Si on va dire aujourd'hui, posons l'histoire sur la table, vulgarisons notre histoire, on risque d'aller réveiller d'autres anciens démons qui pourront venir nous faire avoir encore le bâton dans les roues. Oui, on va dire que certains principaux acteurs qui ont participé dans l'histoire du Cameroun en tant qu'acteurs peuvent avoir des choses à préserver ou à cacher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut dire, moi je dis, c'est d'où la pertinence de sa thématique, de sa dénonciation. Elle est pertinente. C'est que l'histoire va s'écrire progressivement. Et elle va sortir progressivement. Vous avez vu, il y a eu une certaine commission qu'on a envoyée en France pour l'histoire du Cameroun. Mais on n'a pas donné tous les archives. Vous voyez, on n'a pas libéralisé tous les archives pour qu'on ait l'histoire dans toute sa quintessence. Mais je suis sûr que d'ici quelques années, quand peut-être les générations qui ont connu la colonisation, bien, qui ont connu la néocolonisation, tout ça va passer. Au bout d'un moment, les archives vont être faciles à libérer parce que beaucoup ne vont plus se sentir coupables de l'histoire qui est peut-être passée. Et il y aura cette volonté-là de vouloir éclaircir les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que la vérité sorte et toute la vérité, parce que je pense quand même que la vérité pense facilement les blessures. Merci.
elle a franchi la vérité. Par rapport à son intervention, écoutez, est-ce que les véritables enjeux de cette commission-là, c'était de dire l'histoire la vraie? Non, quand les choses se gèrent dans la sphère politique, l'enjeu, ce n'est pas la science. L'enjeu, c'est pas la vérité. Non, la preuve, je suis tombé. Si c'est pas la vérité, c'est quoi? Pas toute la vérité. Même si elle est partielle, il y a la non, je ne suis pas. Ce n'est pas cet aspect de ton intervention qui m'intéresse ou sur laquelle je vais intervenir. La preuve, c'est que j'ai vu d'éminents, c'est-à-dire que des gens qui ont fait au niveau du Cameroun, en tant qu'érudits, historiens ici, des travaux pointillés sur le sujet, ils étaient étonnés eux-mêmes de ne pas être convoqués. Oui, ben, pour la même commission. La commission ne peut pas être une commission. Non, dans chaque domaine, on sait que vraiment, s'il faut parler du sujet, si c'est Bénin ou là, il faut appeler Dioma. Ou c'est Isaïe. Le politique qui a engagé le débat a fait son choix. Non, on le sait. Allez, non, on sait. Vraiment, quand c'est la politique, avec on sait ce qui se passe. de travaux. Mais c'est toujours comme cela. Vous ne ferez pas autrement lorsque vous prendrez les rênes de ce pouvoir, monsieur. Oui, justement, c'est ça qu'on dit que nous, et tirer le meilleur qui a été. On veut libérer donc la science historique de ceux qui Bernard, nous sommes vraiment déjà en train de sortir. Oui. Au vu de ce qui se passe, même déjà sur cette table, on a l'impression de comprendre que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà, pas facile. Quand je suis Alain et le professeur Prosper, je comprends que chacun peut... Nous sommes encore loin de sortir. Oui. Ce que moi je voulais dire qui est vraiment pertinent également, c'est que, comme dans le journalisme, on dit que les faits sont sacrés et têtus, l'histoire aussi est têtue. Voilà. L'histoire est têtue, donc je veux dire au professeur que on ne saurait priver les Camerounais de leur histoire parce qu'on a peur de gratifier, parce qu'on a peur de gratifier. Moi, je dis les choses comme elles sont. On peut préserver un certain équilibre. Non. Moi, dans un système de paix. Pour ça, moi, je continue. C'est-à-dire, on ne saurait, avant on ne saurait priver les Camerounais de leur histoire parce qu'on a peur de donner cette histoire-là parce qu'on craint de gratigner peut-être ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui parce que la plupart étaient des acteurs majeurs de cette histoire. Vous avez suivi mon regret et que vous m'avez compris. Oui, c'est un aspect de l'histoire. C'est un aspect. Mais je dis un aspect fondamental. Si nous restons à ce niveau-là, c'est qu'on ne va jamais avancer pour que nous ayons une histoire qui... Elle est déjà faite dans les universités. Il a rappelé que des travaux très pointus sur la question bien sûr, ont été faits et sont rendus publics dans les universités. Mais il y a d'autres pans de cette histoire qui ne sont pas évoqués, qui sont intelligemment mis en berne. Comment vous avez dans une commission pour un tel travail, puis quand vous dites que non, mais vraiment, il y a cet aspect-là, voilà, les faits sur le... On vous dit que non, on ne peut pas, non, cet aspect-là... On ne peut pas vouloir la République et vouloir la battre sur ses racines. Dans la République, c'est déjà... Non. Vous voulez donc construire une République sur la traque de la fraude. Non, mais ce qu'il faut dire, ce que moi je comprends bien, moi ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire tout entière, surtout concernant la partie de la colonisation et la décolonisation, ne va pas être totalement donnée tant que certains acteurs, cette histoire tiennent encore le pouvoir. Voilà, donc du coup, le pouvoir. Il y a d'autres aspects, traitons-les. Est-ce qu'on le fait encore? Voilà. C'est ça, c'est pour ça qu'il dit que oui, il y a une histoire profonde avant la colonisation, la décolonisation, sur laquelle on doit se baser, que on doit appeler ceux qui travaillent maintenant, ou bien ceux qui tiennent encore le pouvoir, de commencer à creuser dessus pour laisser quand même un certain chemin, un certain chemin pour que certains viennent continuer le travail.